En fait, c'est vrai, en France en particulier, une conception de la recherche laborantine, quoi. On voit les gens avec des éprouvettes, des petites souris qui font des tours dans des cages. Tu peux parler à des criminels, être en totale sécurité. Et à l'inverse, à parler à des officiels, et là, en fait, être beaucoup moins à l'aise. Non, mais alors par contre, je pense qu'il faut être lucide sur pourquoi ils sont aussi forts, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours bon. Pour Egregor, on s'est dit, si ce problème, il est à ce point transverse, s'il est présent partout, ça veut dire peut-être qu'il y a une solution commune à tout ça qu'on pourrait inventer. Pour nous, plus cette solution elle est accessible à toutes et tous dans nos sociétés, le mieux nos sociétés se porteront. Donc on est défiscalisé, nous, pour toute donation, y compris celle pour le crowdfunding, à 66%. En fait, ce qui a rendu quelqu'un d'extraordinaire, c'est qu'il s'est très très bien entouré, tout le temps. Vous écoutez 360 Insight. Je suis Nathalie Royer et je vous propose dans ce podcast des conversations sans filtre avec des personnalités inspirantes qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Du monde de la tech à l'industrie du luxe, nos invités partagent avec vous leur parcours, leur succès. Mais ils vous livrent aussi les coulisses de leur business et les réalités concrètes de leur quotidien. J'ai une surprise pour vous. À chaque épisode, j'invite un invité mystère pour nous livrer une anecdote inédite sur notre personnalité du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie Royer. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode un petit peu spécial pour cette fois-ci. Mais j'en profite pour vous prendre en otage une petite minute pour vous demander votre soutien. J'ai vraiment besoin de vous pour partager, liker, commenter mes contenus, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube. C'est très important pour pouvoir continuer à vous proposer des invités de qualité, du contenu de qualité et toujours dans des locaux de qualité. Donc je referme cette parenthèse et j'accueille aujourd'hui Guillaume Sotomayor, qui est chercheur associé au CNAM, qui a travaillé énormément sur les violences, tout type de violences, et on va pouvoir en discuter, mais qui est aussi consultant spécialisé en sécurité et maintenant entrepreneur puisque tu montes un fonds d'investissement philanthropique. Et donc, c'est tous les sujets qu'on va pouvoir dérouler aujourd'hui. Bonjour à toi, Nathalie. Comment tu vas ? Écoute, pas mal. Ravi d'être là, dans ce très beau studio. Tu as vu ? Avec toi, non, très impressionnant. Alors, petite pause pub. Il s'agit du studio Nova Prod de Célia Rabic, que je vous invite vraiment à venir découvrir si vous avez besoin d'enregistrer un épisode. Pour commencer, Guillaume, parce que j'ai déjà un petit peu dit ce que tu faisais, mais c'est quand même pas courant de rencontrer des chercheurs qui, plus est, ont eu une vie comme la tienne. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce parcours et donc à faire de la recherche sur les violences ? Écoute, c'était la conviction, je pense, depuis tout petit, honnêtement. Il y avait une partie du puzzle de ce qui nous entoure qui nous échappait, qui m'échappait en tout cas. C'est-à-dire que je ne comprenais pas certaines des choses autour de moi, certaines réactions, certaines tolérances face à des violences que je constatais, aussi bien dans la pauvreté visible à l'œil de tous et toutes, que sur des jeunes qu'on accueillait. Moi, quand on était enfant, je pense toi et moi, on accueillait des réfugiés de Bosnie ou du Kosovo dans les classes en France, beaucoup. D'accord. Et c'est vrai, donc assez rapidement, moi, j'ai été touché par ces questions. Je viens d'une famille qui vient également d'endroits et d'origines assez diverses. Et donc, je pense que j'ai eu un regard qui s'est rapidement envolé vers l'extérieur. Et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que notre quotidien de petite ville de province, moi j'ai grandi à Troyes, dans l'Aube, tu vois, donc pas l'épicentre de la violence planétaire. Je me suis rendu compte que malgré tout, tu vois, à travers l'expérience de ces réfugiés, à travers des thématiques, encore une fois, comme je dis, de la pauvreté, de l'accès au logement, de violences de genre, etc., auxquelles j'ai pu aussi également assister, donc qui m'ont marqué petit. En fait, il y avait tout un tas de phénomènes qui me semblaient vachement importants et dont on nous parlait très peu à l'école, auxquels on nous sensibilisait en fait même assez peu. Et donc, comme j'étais pas très académique, tu vois, et j'ai toujours voulu comprendre des trucs par moi-même, donc j'étais un élève très compliqué pour mes profs d'un très jeune âge. Très rêveur, peut-être. Je sais pas si rêveur, mais vraiment énervant. Et j'avais tendance à toujours essayer de comprendre le pourquoi de derrière, tu vois, telle ou telle situation, qu'est-ce qui expliquait tel ou tel épisode historique, découverte médicale ou autre. Et donc, à pas mal questionner aussi l'autorité, tu vois, etc., et les récits. Et donc, j'ai, je pense, assez rapidement essayé de comprendre en fait les choses par moi-même. Et puis, petit à petit, il s'est passé plein de choses, tout un tas d'expériences de vie, je pense, tu vois, qui se mènent sans que nécessairement tu y penses.
Là-bas, je voulais faire de la médiation. C'était toujours en fait dans la diplomatie. Sans d'avoir particulièrement de personnes dans ma famille qui venaient de cet espace-là, un lointain grand-oncle, tu vois, mais voilà. Et il se trouve que j'ai terminé mes études assez jeune. J'ai commencé à travailler pendant mes études sur des thématiques qui étaient plus ou moins liées à ces questions de géopolitique, sécuritaire, etc. Et tu voyageais déjà beaucoup ou pas quand tu étais plus jeune? Écoute, pas mal. J'ai eu cette chance. Et c'est vrai que assez rapidement, dans mes premiers boulots, à parallèle de mes études ou pendant l'été, j'ai commencé à avoir des expériences aussi dans des contextes assez différents. Et donc, assez naturellement, quand il a fallu trouver mon premier emploi post-études, j'ai rencontré un des seuls professeurs qui m'a marqué et avec lequel j'ai créé une relation intime, parce que j'avais vraiment pour l'instant une relation assez conflictuelle avec beaucoup de profs autour de moi, qui était en fait un ancien général de l'armée française, quelqu'un d'absolument extraordinaire, je peux le citer, le général Jean-Paul Tonier, peut-être qu'il y a des gens dans tes auditeurs qui le connaissent, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par son humanisme, par sa franchise, par une analyse que je trouvais beaucoup plus lucide de ce qui se passait dans le monde, et qui lui m'a encouragé à aller sur le terrain, apprendre par moi-même également. Et donc, je me suis retrouvé grâce à lui, grâce à sa recommandation, à travailler dans mon premier emploi sur le continent africain, en particulier à Dakar, au Sénégal, et avec un poste qui couvrait toute l'Afrique de l'Ouest, sur l'analyse des menaces sécuritaires dans cette région du monde. Et voilà comment je me suis retrouvé à travailler sur ces questions. Ok, donc d'abord la sécurité, oui. Mais pas tout de suite la recherche. Alors c'était directement un poste de recherche, en fait, c'était de la recherche. On a, en fait, c'est vrai, en France en particulier, une conception de la recherche laborantine, quoi. On voit les gens avec des éprouvettes, des petites souris qui font des tours dans des cages. Ouais, mais non, là, c'est vrai totalement. que... Non, mais là, l'enjeu, c'est vrai que c'était... Moi, j'ai pas eu une formation de chercheur classique, même en sciences sociales. J'avais des bases un petit peu, mais j'ai vraiment appris sur le terrain. Et après ma première expérience, j'ai eu la chance de rentrer aux Nations Unies assez vite. Là, j'avais 21 ans, 22 ans. D'accord. Et donc, j'étais encore très malléable aussi, très permissif, je pense, à plein d'enseignements. Et il se trouve que je rencontre quelqu'un d'extraordinaire, David Isadifar, qui me forme à la recherche de terrain sur les structures et les acteurs de violence diverses, notamment sur des acteurs de violence religieux, terroristes, par exemple des groupes terroristes religieux, et sur les groupes criminels en particulier, ou certains mouvements politiques violents. Et il se trouve que cette recherche, elle correspondait pour moi en fait une sorte d'ouverture pour la première fois de ma vie sur une face cachée du monde, une sorte de, tu vois, c'était dark side of the moon, tu vois. Et t'avais chez moi une forme d'excitation, c'est vrai que tu as une forme d'adrénaline extraordinaire à te dire voilà ce qui se passe derrière les rideaux, qui explique le fonctionnement un peu mieux de notre économie, de la décision politique, de la relation entre telle ou telle communauté. Et travailler sur ce qui explique l'apparition d'un de ces acteurs de violence, mais aussi leur pouvoir grandissant, en fait, ça nécessite de s'intéresser à toute la société, à son histoire, à son héritage colonial, par exemple, mais aussi à son économie, au chômage, au fonctionnement de la biodiversité, etc., etc. Et donc, moi, je trouve que ça me donnait un point d'entrée, si tu veux, sur le monde et le fonctionnement de nos sociétés que je trouvais extraordinaire. D'accord. Donc, en fait, quand tu vas, par exemple, sur le terrain à Dakar, tu dois aller tirer toutes les ficelles de la société, que ce soit la politique, les mafias, les entreprises, pour essayer de comprendre comment tout cet environnement fonctionne ensemble. Et derrière, pouvoir rendre des comptes, j'imagine, aux Nations Unies. Mais tu mets pas ta vie en danger quand tu fais ça? Alors, je vais revenir sur la première partie de ta question pour donner aussi juste la finalité de tout ça, ce qui est important. C'est-à-dire que, alors déjà, tu peux pas faire ça tout seul, parce qu'évidemment, ces points d'entrée ou de clés de compréhension, tu as besoin d'autres personnes. Donc, en fait, la recherche là-dessus, elle est nécessairement collaborative. Il faut aller parler des anthropologues, des historiens, des économistes, etc., des chercheurs, mais surtout aussi des praticiens. Et ça, la recherche opérationnelle, elle te pousse à ça, c'est-à-dire aller parler à des commerçants, à des journalistes, à des citoyens lambda, des ministres, donc des personnes de tout horizon, mais aussi aux premiers concernés par les menaces en question, c'est-à-dire les acteurs criminels, djihadistes, etc.
Alors, tu le fais toujours dans un cadre que tu essayes le plus safe possible. C'est pas toujours évident, mais donc tu prépares très bien tes missions, tu apprends à faire ça petit à petit. Donc, au départ, tu fais des choses qui sont a posteriori moins intelligentes, en tout cas, que tu referais pas nécessairement 10 ans plus tard. Par exemple, t'es obligé de donner un exemple. Je sens qu'il y a du vécu. Non, mais tu vois, il y a des fois où je suis parce que j'avais vraiment besoin d'aller accéder à telle ou telle personne dans une prison dans lequel j'étais pas nécessairement supposé être là, et c'est vrai que là, s'il se passe quelque chose, comme t'es pas là à titre officiel ni dans le cadre d'une mission, parce que c'est toujours cadré quand tu bosses pour les Nations Unies, t'as une lettre de mission que t'envoies aux autorités qui te donne un certain nombre d'accès. Et donc, tu as des points de contact, tu prépares les choses très en avance avec des personnes aussi fiables, avec lesquelles tu vas pouvoir préparer un certain nombre d'entretiens. Et donc, il y a des fois, effectivement, où c'était hors cadre. Donc, là, tu mets plus de choses sur la table. Un petit peu de risque. Et en même temps, je vais te dire, avec les années, tu te rends compte que, en fait, quelquefois, pour des raisons qui sont assez étonnantes, tu peux parler à des criminels, être en totale sécurité, parce que en réalité c'est un code d'honneur, ou parce que en fait tu rentres dans un cadre de conversation dans lequel tu ne mets pas en danger toi non plus. Et à l'inverse, à parler à des officiels du privé ou du public, et là en fait être beaucoup moins à l'aise, parce que tu te rends compte que tu vas fouiller dans des endroits dans lesquels il faut pas. Donc en fait, ce qui peut paraître de premier abord un endroit parfaitement instable ou insécurité, ou à l'inverse, l'être se révèle quelquefois un peu surprenant. J'imagine. Je ne sais plus si on en avait parlé. J'ai vécu en Centrafrique, parce que mon père était justement à l'ONU en tant que militaire, et il a beaucoup d'anecdotes comme ça. Par exemple, je ne sais pas si je peux la dire, mais là-bas, tu ne peux pas te garer comme ça dans la rue, à Bangui, surtout quand tu es expat, hein, tu n'es pas très, très en sécurité. Et donc, il a décidé de faire confiance à un monsieur qui était en fauteuil roulant, en lui confiant les clés de la voiture, en disant « tu la surveilles ». Et je trouve que c'était le chef d'un gang qui s'était fait couper justement des membres parce qu'il s'était fait choper, mais c'est lui qui contrôlait tout le cartel à Bangui. Et pour autant, le fait que mon père ait accordé sa confiance à ce chef de gang, ça l'a protégé lui. Et on a été un des premiers groupes à partir. Voilà. C'est assez... Oui, tu peux trouver des relations quelquefois et construire... Et peut-être une des choses aussi, tiens, tu vois, pour te partager quelque chose que je partage rarement, mais en fait, c'est un métier. Donc ensuite, on n'a pas parlé de la finalité. Donc la finalité, c'est d'aller... Ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être de révéler un problème, une menace. Par exemple, moi, j'étais parmi les premiers avec mon ancien chef, David Izedifar, à travailler sur la crise des médicaments contrefaits et des médicaments détournés de leur premier usage à travers l'Afrique, et de ces trafics qui, en fait, sont très peu discutés dans les médias occidentaux, ou même sur lesquels il y a très peu de recherche qui est financée parce que ça ne nous concerne pas. C'est des médicaments qui viennent de Chine, d'Inde, qui inondent les marchés africains, sur lesquels on n'a aucune idée des conséquences sanitaires que ça a. Des trucs vraiment dingues, notamment du tramadol qui est utilisé ici, en fait, sur de la chirurgie ou sur des grossesses très compliquées, sur des accouchements. Le tramadol, c'est un antidouleur très puissant. Exactement. Mais c'est utilisé également ici comme un coupe-faim et comme un anti-sommeil. Et tu vois, tu as des personnes qui, normalement, ici, quand on fait des opérations chirurgicales, tu vois, on le prend sur des doses à 150 mg, et tu vois, tu as des doses à 350, 400 mg qui sont consommées à 5, 6 comprimés par jour par des populations à travers. On n'a aucune idée des conséquences que ça. Bref. Donc, nous, on a été parmi les premiers à mettre en lumière l'existence et les conséquences potentielles de ces trafics. Donc, ça, c'est pour donner un exemple. Donc, et derrière, pour démonter ces trafics ? Alors, on essaie de donner... informer. Alors déjà, on essaie d'informer, mais on essaie d'informer avec cette logique de dire un certain nombre d'États et donc derrière, à travers les Nations Unies, qui sont aussi un porte-voix et qui peuvent accéder à plein de gens, de dire, écoutez, il faut vous préoccuper de cette question de manière assez urgente, et voilà quelles sont nos recommandations pour le faire. Et donc après, c'est là où c'est opérationnel, c'est-à-dire que ça doit toujours être assorti de recommandations très pratiques pour dire voilà quelle nouvelle loi il faudrait inventer, voilà quelle opération vous conseille de conduire, voilà quelle initiative diplomatique on vous conseille de mettre en œuvre pour
au moins partiellement régler cette question, pour mieux prendre en charge telle problématique. Et donc, quelquefois, il y a des problèmes qui existent et juste que des décideurs politiques comprennent mal. Et donc ça, pareil, c'est de donner des clés de lecture, des clés de compréhension de ce qui se passe. Et puis, quelquefois aussi, si tu veux, de te donner des retours sur des initiatives de lutte contre ces menaces qui ont été mises en œuvre, et d'essayer de comprendre ce qui a marché et pas marché et pourquoi, et quel est un peu l'état de la menace, en fait, à un moment T. D'accord. Bon, je sais qu'on ne pourra pas parler de tout parce qu'on pourrait y passer 4 heures, comme tu l'as déjà fait sur le podcast Sismic. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir l'histoire un peu plus complète, allez sur Sismic. Oui, c'est assez complet, effectivement. C'est complet, 4 heures, on ne s'ennuie pas, on se sent beaucoup plus intelligent à la fin. Mais donc, l'idée, c'est pas de se répéter. La violence, on peut imaginer que c'est juste la violence physique, comme tu l'as dit, des groupes terroristes ou menaces sur la santé, donc menaces sociales. Mais, de ce que j'ai compris, en tout cas de tes autres interviews, la violence est beaucoup plus globale que ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les types de violences que tu as observées à travers le monde, et sans tout dérouler évidemment, mais dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec ton regard de chercheur, t'inquiète le plus ou te semble le plus urgent? C'est une question difficile parce que, en fait, la violence, c'est, si tu veux, c'est un objet qui peut être physique, mais comme tu l'as dit, également psychologique, qui peut être juste une menace, qui peut être sous la forme du harcèlement. C'est aussi un élément extrêmement difficile, puisque la seule définition sur laquelle tout le monde à peu près s'accorde sur la violence, c'est qu'elle nuit, en aboutissement de son application, de sa mise en œuvre, à un individu, une individu ou un groupe identifié. Donc en fait, l'enjeu de la violence, c'est de comprendre que c'est un objet qui est non seulement une sorte d'état un peu nébuleux, mais c'est un outil qui est consciemment utilisé par des groupes très divers, on va pouvoir en citer quelques-uns, parmi lesquels des États, des entreprises, des groupes religieux, sociaux, politiques, qui vont faire de la violence, je pense qu'on a pas mal d'exemples dans la planète actuellement, leur gagne-pain, l'élément essentiel de leur quête de pouvoir et de leur quotidien. Alors ça peut être un homme vis-à-vis d'une femme, c'est-à-dire que son bien-être ou son pouvoir sur son emprise va dépendre de sa capacité de violence psychologique, physique. Ça peut être d'un groupe social versus un autre. Ça peut être par exemple l'utilisation d'un travail de travailleurs très mal payés, voire même esclavagisés, dans des secteurs agricoles, de la pêche ou de la tech. On peut penser, tu vois, aux travailleurs d'Amazon, dont on sait qu'ils ont été et qui sont encore très souvent maltraités pour réduire les coûts au minimum et rendre l'entreprise donc le plus profitable possible. Donc on connaît ici consciemment la violence qui est commise sur un groupe de personnes à des fins qui sont égoïstes, c'est-à-dire qui sont pour notre intérêt ou pour celui d'autres gens qui nous ressemblent ou de ce qui constitue notre communauté. Donc voilà. Et là-dedans, pour te dire ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, la violence, c'est comme une créature biologique. Elle a plein de ramifications. Et elle a cet effet pervers qui est qu'elle se diffuse de manière quelquefois un peu, non consciente ou peut-être quasi invisible, entre guillemets, dans la société, mais que tu vas avoir, par exemple, dans des sociétés à travers toute la planète, une corruption d'État extrêmement forte. C'est un instrument de violence très clair qui peut permettre à des personnes de se maintenir au pouvoir. Et la corruption, petit à petit, elle va descendre dans toute la société et elle va avoir des conséquences majeures sur le quotidien des gens, en fait, sur aussi bien la manière dont ils vont pouvoir circuler que s'alimenter, etc. Ça peut être autre chose, c'est-à-dire que là, on a vu des cas très tristes récemment, mais malheureusement qui se multiplient, de violences dans les cadres scolaires, aussi bien dans le rapport des parents
aux professeurs, dans la considération du personnel enseignant et du personnel éducatif au sens large, que dans le rapport des élèves entre eux et des élèves à ce personnel enseignant. Mais tu vois, ça m'inquiète beaucoup, parce que là, la violence devient un élément d'identité, de valorisation. Elle devient banale, banalisée. Elle se banalise. Et plus que la banalisation, tu vois, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que cette violence, elle a été tellement promue par des acteurs, tu vois, par exemple masculinistes, tu vois, ou d'autres donc, comme tu le dis, banalisée, c'est-à-dire normalisée et qu'elle devient un élément, encore une fois, valorisant. Être capable d'être violent devient un élément qui te met en valeur par rapport à tes camarades, par rapport à d'autres. Et donc, en fait, la conséquence de l'acte, et tu vois, on voit des choses qui nous inquiètent beaucoup. Je donne un exemple ici que je pense beaucoup ont suivi, qui a été sur TikTok, tu vois, ces tendances majeures, aussi bien alimentaires, mais pas que, aussi d'avoir, tu vois, des très jeunes filles qui vont se prostituer ou faire des actes qui s'apparentent à de la prostitution sur des gains financiers. Les comptes OnlyFans. Par exemple. Et bien ça, tu vois, c'est une banalisation de la violence sexuelle, puisque derrière, tu vas avoir des hommes plus âgés en particulier qui vont prendre des captures d'écran de ces jeunes filles, qui vont faire chanter vis-à-vis de leur famille, puis après, ça mène à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ben, tu vois, ça, c'est une banalisation de comportements violents vis-à-vis du corps, vis-à-vis de soi-même, avec une monétisation de tout ça derrière, qui, moi, m'inquiète beaucoup parce que ça a des conséquences, en fait, extrêmement large sur la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout oublier le fait que, par exemple, un migrant qui a fait tout un parcours extrêmement dur et violent pour arriver, tu vois, dans nos pays, ou un jeune qui a été harcelé sur les réseaux sociaux quand il est à l'école, en fait, ils vont porter des stigmates, des PTSD, des traumas toute leur vie, psychologiques, physiques, issus de ces violences. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les dépasser. En plus dans la génétique, jusqu'à 3 générations. Exactement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les dépasser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méthodes, heureusement, qui ont été inventées par des personnels de santé extraordinaires et des personnels éducatifs et psychologiques. Donc, il y a des solutions par rapport à tout ça, mais c'est très dur. Et donc, il ne faut pas du tout imaginer que ça n'a pas de conséquences par rapport au reste de la société, dans la manière dont ces gens vont interagir en termes d'amour, en termes de capacité à travailler avec d'autres, etc., etc. Mais est-ce que du coup, la solution, ou plutôt l'origine du problème, il vient du top vers le down ou du down vers le top? Écoute, parce que moi, si chacune... Pardon, un exemple, mais tu parlais d'OnlyFans. Si moi, je prends la décision de faire du contenu pour me rémunérer, etc., et que j'en parle à mes copines, ça vient de moi. Derrière, ça va prendre de l'ampleur. Mais je me dis, à la fin, c'est quand même le gouvernement, typiquement, qui peut mettre des freins, des contraintes pour éviter que ça se passe. Mais est-ce que le gouvernement ne doit pas aussi anticiper toutes ces dérives, les interdire dès qu'elles commencent seulement à émerger? Dans quel sens ça va, en fait? Ça, c'est le contrat social, en fait. C'est ce qu'on nous demande à nos gouvernants. Et donc, quand on parlait d'avoir ces clés de lecture et de l'importance de comprendre l'état de ces violences, ces dynamiques, cette utilisation de la violence même comme un objet de profit économique. On ne va pas parler de TikTok, mais il y a vraiment des dizaines d'algorithmes de YouTube qui poussent à la radicalité, parce que plus tu as des contenus radicaux, plus tu restes, et donc, en fait, plus tu peux gagner sur de la pub. Bon, tout ça, c'est des choses prouvées. Et donc... il y a un enjeu déjà de regarder en face ces dynamiques, et donc oui, d'avoir clairement des dirigeants qui les prennent à bras-le-corps pour nous, citoyens, nous protéger, pour améliorer aussi la cohésion, l'unité de nos sociétés. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils aient les intérêts personnels à le faire, et collectifs, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils aient à échelon politique les incitations. Si tu vois, tu as des campagnes américaines qui peuvent être influencées, voire même quasi conditionné par l'argent de quelques-uns de ces grands acteurs de violence, en fait, ça a nécessairement un impact derrière sur la décision que les politiques vont prendre. Et c'est pas du tout un exemple isolé, les États-Unis. Non, bien sûr, mais même en France.
Il y a un enjeu majeur autour de ça aussi. On a un président, mais qui n'a pas forcément le plein pouvoir, parce qu'on est dans un monde globalisé, qu'il a lui-même des pressions des autres pays, typiquement des États-Unis. Et avec ce qui s'est passé là à l'UNOC, donc le sommet des Nations Unies autour de la protection des océans, on comprend tout de suite que les lobbies exercent beaucoup de pression sur le gouvernement, qui ne peut pas plier, quand bien même c'est pas dans l'intérêt de la planète, de la société, etc. Tu vois, là, comment on explique tout ça? Bien sûr, je pense que tu viens de donner l'explication principale. Regarde, hier, il y a eu une décision scandaleuse qui a été prise par le Sénat en France de ne pas mettre en place la taxe sur les ultra-riches. Tu vois, il y a 80% des Français qui la réclament. Donc, il y a une unité en France sur ces questions, de se dire que un multimilliardaire ne doit pas payer moins de taxes que sa femme de ménage, quoi, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle la taxe Zuckman, du nom de Gabriel Zuckman, qui en est l'inspirateur, un économiste brillant. Et bien, tu vois, derrière, il y a effectivement des cadres incitatifs, disons, des explications derrière de ce qui va motiver les décisions des uns des autres, qui font que oui, la décision n'est pas toujours tournée vers l'intérêt général, vers la protection de nos communautés, de nos populations. Et donc, quand tu disais top-down, bottom, il y a eu beaucoup de tendances de ces dirigeants à nous ramener vers la responsabilité individuelle. Et ça, je crois que c'est à la fois nécessaire, bien sûr, qu'on est tous responsables de nos actes, et en même temps, c'est trop facile. Et il y a eu cette hyper tendance à dire, mais en fait, par exemple, tu as un enfant délinquant, donc c'est la faute des parents. Alors, c'est la faute de certains parents, souvent plus que d'autres, quand il y a un cas de délinquance. Mais par contre, le fait que tu aies 50% de nos ministres qui soient mis en examen ou condamnés, ça, c'est pas problématique. Que tu aies une quantité telle de pratiques criminelles, financières, etc., dans des personnes qui sont supposées incarner une forme de leadership et donc d'exemple pour le reste de la société, ça pose moins de problème. Donc là, il y a une forme aussi, tu vois, de deux poids, deux mesures par rapport à qui ont des responsabilités individuelles, avec clairement des enjeux d'endogamie, de racisme, autour de, tu vois, à qui on fait porter un niveau d'exigence important dans nos sociétés. Et de l'autre, tu as un problème, à mon sens, qui est effectivement énorme, qui est que si on est dans une logique de leadership positif, on va revenir, je pense, là-dessus, tu vois, à travers ce qu'on fait avec Égrégore, en fait, il y a un besoin d'incarnation, il y a un besoin d'exemplarité dans, justement, remettre l'intérêt de nos, tu vois, de toutes et tous au centre, au cœur, l'humain, et derrière l'humus, donc notre planète, et son bien-être, et son avenir, et sa durabilité au cœur de la décision sociale et politique. Et économique, c'est-à-dire aussi, par exemple, que l'économie serve l'humain et non l'inverse. Et donc, que le système financier alimente l'économie qui alimente l'humain, et non pas l'humain qui alimente le système économique qui alimente le système financier. Donc, tout ça pour te dire que oui, moi je crois qu'actuellement, la priorité, c'est de réformer les structures, et que pour ça, on a besoin aussi d'un leadership qui renouvelle un peu ses pratiques, qui soit retourné aussi davantage vers notre intérêt à tous et toutes. En fait, ça revient un petit peu à l'idée de faire du business responsable. Oui, complètement. Montrer que l'économie peut aussi favoriser le bien-être des concitoyens, le bien-être de la planète, et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi. C'est ce que j'allais dire. Avec Vanda, moi, ce qui me choquait, entre guillemets, c'est qu'on a un véritable problème de plastique sur la planète, dans les océans. Quand tu sais que d'ici 2050, il y aura plus de plastique en poids que de poissons dans les océans, c'est quand même ahurissant. Et en même temps, quand tu vas au supermarché toutes les semaines, qu'est-ce que tu vois? Rayon beauté, rayon entretien, c'est que des bouteilles en plastique. Et on peut dire aux personnes comme toi et moi, mais il y a plein d'autres entrepreneurs qui font des recharges, etc. Allez-y. Mais si l'État ne facilite pas l'accès à ces solutions, et que quand tu vas au supermarché, ouais, on est humain, on a la flemme, on prend ce qu'il y a, en fait, on peut pas s'en sortir. Et certes, les lobbies sont très puissants, ramènent beaucoup d'argent à l'État, mais en fait, à un moment donné, au bout d'un moment, c'est plus dangereux de ne pas prendre la décision de faire pivoter l'économie vers des nouveaux créateurs que de continuer à favoriser des industriels.
Alors, je ne sais pas si les lobbies rapportent beaucoup d'argent à l'État, et en partie peut-être, mais ils rapportent aussi beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, voilà, c'est une question ici que tu viens de mentionner qui me semble essentielle. Donc, c'est celle de l'accessibilité, de la visibilité des nouvelles solutions, et derrière également de leur accessibilité. Et donc, c'est là où, à mon avis, l'État doit jouer un rôle de catalyseur énorme. C'est-à-dire que on manque pas de solutions. Je veux dire, moi, tu vois, ce qui me rend optimiste, c'est que à travers les voyages que j'ai pu faire, les rencontres avec des entrepreneurs, des humanitaires, des associatifs, des journalistes, des entrepreneurs partout dans le monde, j'ai pu accéder et voir, toucher des solutions du quotidien comme ce que tu fais avec Vanda, qui sont extraordinaires, qui nécessairement ne vont pas mis seuls sur un marché révolutionner la vie de toutes et tous, mais par contre mis bout à bout, oui. Et donc là, effectivement, il y a un enjeu de pourquoi est-ce qu'on va mettre certaines solutions en avant plutôt que d'autres. Ça veut dire aussi que les acteurs qui vont dans le mauvais sens, il faut que derrière il y ait aussi des conséquences à ça. Tu peux pas simplement dire je vais vendre, je sais pas moi, des fruits et légumes à ultra bas coût qui sont issus d'une agriculture intensive dans lesquelles les personnes qui ont produit ces fruits et légumes sont quasi esclavagisées sans que ça ait de conséquences. Et à l'inverse, ça veut dire aussi que les fruits et légumes produits et vendus en circuit court, il faut aussi les rendre plus accessibles, à la fois d'un point de vue juste de disponibilité physique et de prix. Et donc, c'est là où effectivement, il y a un double enjeu et qu'il faut, à mon avis, traiter en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de promotion des solutions existantes. Et ça, je peux vous dire, et je pense que tu as le même vécu, elles existent. Tu en es l'incarnation à travers ce que tu fais. Et nous, à travers Egrégore, donc tu vois, ce fonds de dotation, effectivement, qui est une sorte de philanthropie 2.0 qu'on a mis en œuvre, qui est ce fonds de dotation qui se met au service des acteurs du changement, aussi bien associatifs qu'entrepreneuriaux, et à qui on donne justement des moyens d'agir. En fait, nous, on est sollicités très régulièrement par des acteurs qui viennent de toute la planète, qui sont à la fois entrepreneuriaux, associatifs, chercheurs. Et vraiment, ce qui nous frappe, c'est la multiplicité de solutions hors du commun. Aussi bien sur le traitement des moustiques tigres que sur des centrales électriques faites à partir de déchets agricoles qui révolutionnent la vie dans les zones rurales dans lesquelles elles sont implémentées, d'un nouveau service digital pour faciliter les processus administratifs qui est extraordinaire. Et ça existe. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on les rend accessibles. C'est ça. Mais après, plus tu mets d'investissement dessus, plus tu leur permets d'être visibles, accessibles, et donc tu permets aussi de faire baisser les coûts et donc de les rendre plus accessibles aussi en termes de prix. Et là, je crois que tu recrées aussi un espoir. Et en fait, je pense qu'on a l'idée de se dire qu'en fait, on se réjouit du fait de vivre dans un monde dans lequel on a l'impression d'un déclin, d'une montée de toutes les violences. Absolument pas. Moi, je crois qu'on est tous et toutes extrêmement réceptifs à un message d'espoir, de confiance dans l'un et l'autre, et on se réjouit, on le voit aussi à travers tout un tas d'émissions télé qui mettent en avant des nouveautés, des nouveaux entrepreneurs, etc. On est vraiment, encore une fois, tous et toutes capables et en besoin, même je dirais, tu vois, à travers le monde, d'avoir ces branches d'espoir un peu, tu vois, qui nous soient apportées. Mais ces branches, elles ont besoin d'avoir une tangibilité, quelque chose qui réponde à nos vies du quotidien, à nos besoins en termes, encore une fois, d'éducation, d'alimentation, de santé, de self-care, etc., de justice. Et il se trouve que, donc c'est là, moi, je refais le pont avec, tu vois, ma vie d'avant, c'est actuellement les acteurs qui prônent la violence dans beaucoup de lieux, de zones de la planète, ils sont perçus comme étant plus crédibles, plus en capacité de répondre à ces besoins, d'offrir des solutions. Et si tu veux, d'être en adéquation avec le quotidien des gens, des communautés très divers, tu vois, peu importe leur niveau social, peu importe leur origine. Et donc, tu vois, c'est des acteurs qui parlent le langage des gens auxquels ils s'adressent, qui vont parler, qui vont beaucoup mieux incarner aussi ces solutions. Donc, c'est-à-dire que quand on promeut des nouveaux produits,
Quand on promeut des nouvelles solutions qui sont utiles à toutes et tous, l'enjeu, c'est pas juste d'avoir la solution. L'enjeu, c'est aussi la manière dont on va les promouvoir. Si les personnes qui sont le plus concernées par les... tu vois, c'est du marketing 2.0, tu vois, mais en fait que tout le monde ici, j'imagine, dans tes auditrices et auditeurs, maîtrise bien, mais qu'appliqué à des enjeux, je te dirais, de société ou social, on n'a pas toujours bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que ces solutions, en fait, elles soient portées, co-designées, incarnées par une variété tu vois, de profils, de toute origine, sociale, géographique, humaine. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on arrivera, je pense, à recréer un peu de dynamique collective dans nos sociétés et un peu d'espoir dans le fait qu'il existe véritablement des solutions utiles à toutes et tous autour de nous. J'aimerais vraiment qu'on parle d'égrégore, mais je suis obligée de reprendre ce que tu as dit. Les acteurs de violence, souvent, sont perçus comme ayant plus de crédibilité vis-à-vis des populations pour leur apporter des solutions à leurs problèmes du quotidien. J'ai besoin d'un petit... je donne des exemples. Parce que il y en a plein. Par rapport à ce que tu as dit juste après, c'est comme si tu valorisais en fait ces acteurs de violence parce que, l'air de rien, ils répondent à des problèmes. Je suis ultra fan des acteurs de violence, c'est clair. Non, mais non, mais alors par contre, je pense qu'il faut être lucide sur pourquoi ils sont aussi forts, quoi, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours bon. Je vais donner un exemple célèbre, même si en fait j'aimerais qu'on ne parle pas que de lui tout le temps, mais je vais donner l'exemple évident de Trump. Tu vois, Trump, une des raisons complètement sous-étudiées du pourquoi de son succès auprès d'un public très très large, y compris immigré, c'est qu'il a proposé un nouveau modèle de réussite. Il a beaucoup joué sur ça, sur son côté art de la négociation, sa capacité à faire des deals, etc., sur son histoire de self-made man, enfin, qui est très romancisée, évidemment. Mais il a été très, très fort sur ça. Et on a oublié ici une autre partie de l'histoire, qui est que, par conséquent, une majorité des Américains ne sont pas diplômés d'université. Et accumulent les petits boulots, les entreprises entrepreneuriales, essayent difficilement de joindre les deux bouts. Tu as quasiment 20% des Américains qui ont du mal à se loger. Juste qu'on se remette un tout petit peu dans le contexte américain. Et il y a une image aux États-Unis très forte de se dire, mais il y a une élite issue de ces grandes universités qui a gouverné pour elle et pas pour nous. Qui a gouverné pour elle en termes d'accessibilité, également aux services publics, à la santé, aux études très chères, à tout un tas de métiers, et qui a valorisé, tu vois, les siens, mais qui nous a oubliés, nous, ceux qui, en fait, font l'Amérique véritablement, à savoir les entrepreneurs, les self-made man, etc., etc. Cette fameuse logique de la conquête de l'Ouest, tu vois. Ben, Trump, tu vois, ce qu'on n'a pas noté, c'est qu'il s'est entouré quasi exclusivement, au départ, de personnes qui sont des self-made man, qui sont des milliardaires. Alors tu vas me dire, mais ça, ils s'entourent de milliardaires. Non, dans l'état d'esprit de beaucoup d'Américains, ils s'entourent de personnes qui leur ressemblent ou qui ils aimeraient ressembler. Oui. Et tu vois, il y a dans les élections aux États-Unis en particulier, mais partout dans le monde, tu retiens des grandes images. Et tu vois, Trump, il en a eu 2 ou 3. Une dans laquelle il conduit un camion déboueur, et l'autre dans laquelle il va dans un McDonald's. Ouais. Et il passe la journée à servir des frites et un hamburger. Alors, tu as toute une partie de l'establishment qui s'est foutu de lui, etc. Mais cette image, en fait, elle a résonné chez des millions d'Américains parce qu'il incarnait aussi, tu vois, cet autre modèle de réussite dans lequel ils pouvaient se reconnaître. Et donc, tu vois, je te donne cet exemple-là. En fait, ça, c'est un enjeu quasi de justice économique. Et c'est pour ça qu'ils sont perçus comme là, tu vois, le modèle de réussite que lui, il prône, qui n'est pas un modèle méritocratique, qui n'est pas un modèle à la fonction publique, c'est un modèle dans lequel se reconnaissent énormément de jeunes et de moins jeunes aux États-Unis. Bah, tu vois, c'est un modèle, par exemple, que Jordan Bardella est très, très, très habilement capable de reproduire en France. Via tout un tas de TikTok, de stories, etc., qu'il fait quasi quotidiennement. Et dans son dernier livre qu'il a sorti, son autobiographie à 28 ans, faut être fort. En fait, il a une image de lui, moi, qui m'a beaucoup marqué sur la 4e de couverture, dans laquelle il est devant le Parthénon, tu vois, devant l'Acropole, en Grèce. Donc, il incarne une forme de réussite avec un iPhone dernière génération, un costume bien taillé, etc., etc. Mais en fait, c'est cette image de réussite qu'il incarne aussi.
Et donc, tu vois, ça nous explique en partie également pourquoi est-ce que l'ERN maintenant, pardon, Jean-Marie, si tu nous écoutes, il a Il aura un peu de mal. Ouais, il aura un peu de mal, effectivement. Il a Non, mais tu vois, pourquoi est-ce que le RN est aussi populaire également auprès de populations qui ont quitté toute forme de confiance vis-à-vis des acteurs politiques traditionnels, y compris, tu vois, dans des territoires dans lesquels on pensait jamais qu'ils arriveraient à pénétrer, en Seine-Saint-Denis, à Vénissieux, etc., dans lesquels ils ont fait des gros scores aux dernières législatives. D'accord. C'est beaucoup plus clair sur les principes psychologiques, on va dire, hein, qui expliquent ce type de mouvement qu'on peut observer à travers le monde. Et bien sûr, c'est très manipulé aussi. Hein. Mais bien sûr, et les médias, ça c'est encore... ce serait passionnant que tu puisses nous parler de la presse, des autres pays, etc. Mais je voulais vraiment parler d'Egrégor, parce que tu n'étais pas du tout dans la finance, disons-le, mais tu as décidé de créer un fonds d'investissement philanthropique, si on peut appeler ça comme ça. Et j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et comment ça fonctionne. Ce qui m'a poussé à le faire, ça a été un double constat. Le premier qui était, moi je trouvais certains des défauts un peu structurels que je voyais dans le fonctionnement des institutions. Je l'ai mentionné, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'en ai vu pas mal d'autres. C'est-à-dire que les solutions qu'on prenait à travers, tu vois, dans mes secteurs, à travers des organisations internationales comme les Nations Unies ou à travers des acteurs publics, moi, me parlaient pas tout à fait, et je trouvais que sur le terrain, ils n'arrivaient pas à des résultats qui me semblaient à la hauteur des enjeux et des défis de notre époque, aussi bien sur des enjeux sur le réchauffement climatique. Tu as mentionné, tu vois, le poids d'acteurs de violence sur la décision politique pour la protection des aires marines, y compris sur du chalutage parmi les plus destructeurs qui existent. Donc même ça, on n'est pas capable de le protéger à travers des cadres, tu vois, publics. Je te pourrais mentionner dans la pêche, tu sais, le cas également des esclaves marins, donc c'est-à-dire des personnes à qui on pique des passeports et qui sont recrutés sur des grands chalutiers pendant des mois, voire des années, et qui bossent en fait esclavagisés. Wow. Et ce qui explique en partie pourquoi est-ce que tu as du poisson aussi peu cher produit en masse, tu vois. Donc et même ça, on n'est pas capable, encore une fois aussi, de le réguler d'une quelconque manière que ce soit. Donc, moi, j'avoue que j'ai du mal à me dire, même s'il y a beaucoup de choses extraordinaires qui peuvent être faites dans des cadres publics ou privés traditionnels, je ne dis pas du tout le contraire, attention. Et il y a des personnes formidables qui y travaillent. Moi, je ne m'y reconnaissais pas et je n'ai pas l'impression que ça aille assez vite par rapport aux problèmes auxquels notre époque fait face. Et l'autre partie du constat, un peu celui dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'existence multiple de solutions dans l'éducation, dans la santé, dans le réchauffement climatique, dans le self-care, etc. Mais une souffrance vécue par toutes les personnes qui portaient ces solutions utiles, pour moi en tout cas, dans ma lecture, à toutes et tous. Je dis, mais attends, si en fait, par rapport à... on est dans un moment dans lequel on a besoin que des nouvelles solutions émergent. Si toutes les personnes qui les portent et qui les incarnent sont en souffrance, c'est qu'il y a un problème là. Et donc ça, je me suis rendu compte que aussi bien dans le monde du développement, donc des Nations Unies, que dans le monde de la recherche, des patrons de laboratoires étaient cramés, épuisés d'aller chercher des financements, du manque de soutien, du manque de reconnaissance, mais que c'était la même histoire dans beaucoup d'associations, chez énormément d'entrepreneurs. Et là, je me suis dit, OK, il y a un problème un peu systémique. Il y a un problème commun à tous et toutes. Et puis, je me suis rendu compte que c'était le cas aussi dans plein de pays différents. Et donc là, j'ai commencé à m'entourer, parce que je pense que c'est là où il faut commencer, par des personnes qui avaient ces vécus dans différents espaces, dans différents endroits, et qui venaient du privé, de fonds d'investissement, donc très classiques, d'accélérateurs, d'équipes de recherche, d'associations, et qui m'ont confirmé ça. Et on s'est rendu compte qu'on a mesuré ça, on a parlé à 500 des meilleures innovatrices, innovateurs à travers le monde, dans 54 pays, et on s'est rendu compte que tous et toutes nous racontaient l'exacte même histoire. Okay. Et je te résume en une phrase. Ils étaient épuisés et frustrés de ne pas pouvoir dédier leur temps et leur énergie
à ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils voulaient faire pour contribuer à améliorer la société. Alors, on leur a posé la question. Et donc, en moyenne, combien de temps vous êtes obligé de passer dans une semaine type sur des choses que vous n'aimez pas, sur lesquelles vous n'êtes pas formé, que vous aimeriez pas faire? Ça représentait quasi 3 jours sur 5, 58,5% de leur temps. C'est beaucoup. 3 jours sur 5 à avoir un travail alimentaire, à devoir faire de l'administratif, de la compta, des RH, de la recherche de financement, du reporting, de l'événementiel, de la com. D'accord, ok, donc en fait, c'est dans la gestion du projet. Exactement. Ça, c'est tous les entrepreneurs, pas seulement sur Impact. Et la problématique, c'est que, en fait, si on est conscient, d'ailleurs, tous les très bons entrepreneurs, et tu en as interviewé beaucoup à travers ton super podcast, montrent que être capable de s'entourer des bons profils au bon moment, c'est souvent une des clés de leur réussite. C'est-à-dire avoir été capable de rajouter les bonnes pièces autour d'eux, de comprendre aussi avec humilité ce qu'ils n'étaient pas capables de porter, et donc d'avoir à un moment donné des profils de développeurs, d'administrateurs, de commerciaux qui vont à un moment donné leur permettre de passer à échelle sur la qualité, sur leurs produits, sur leur... c'est la même idée appliquée au social. Sauf que dans le privé, à un moment donné, quand tu as un stream de revenus réguliers, tu es capable, si tu es assez intelligent, de faire ça avec relativement de liberté, parce que tu gères en fait, sauf qu'au moment où tu commences à passer à un échelon avec des boards d'actionnaires, etc. Mais en tout cas, jusqu'à un moment assez important, tu as cette semi-liberté d'action. Quand tu es dans le social, là, c'est une autre histoire. Y compris quand tu es un entrepreneur social ou quand tu es un chercheur ou quand tu es un associatif. Parce que les financements que tu vas recevoir, par exemple de l'État via des aides publiques, de fondations ou via même quelquefois du venture capital, par exemple, ou du private equity, il va être extrêmement rigide, extrêmement limité, et il va être spécifiquement sur un projet, sur un bout de ton produit qui va servir généralement les intérêts du financier. Pour sa com, pour sa RSE, pour ses objectifs qui ne sont pas toujours mauvais. Mais ce financement ultra rigide, très court-termiste, il va avoir une conséquence majeure qui est que tous ces porteurs d'idées extraordinaires, tous ces bâtisseurs du monde de demain, en fait, eh bien, ils vont passer leur vie à chercher des sous, année après année, 3 ans après 3 ans, l'implémenter dans les temps les plus courts possibles pour avoir le maximum de KPIs, de chiffres à monter pour satisfaire leurs bailleurs et pouvoir éventuellement renouveler les financements, tout en portant toutes les fonctions support eux-mêmes, nécessairement, parce que comme l'argent, il va uniquement sur le produit, il faut aller planter des arbres, sauver tant de personnes, distribuer tant de nourriture, etc. Bien, en fait, ces personnes se retrouvent à faire, encore une fois, les RH, la compta, l'événementiel. Et moi, quand je dirigeais une équipe de recherche, tu vois, enfin, je ne dirigeais pas, mais quand je la gérais, eh bien, c'était mon quotidien. Et je me suis vraiment méchamment cramé au bout de 4 ans à cause de ça. Et donc, moi, j'ai vraiment un vécu très fort. Et à travers ça, si tu veux, pour Egregor, on s'est dit, si ce problème, il est à ce point transverse, s'il est présent partout, ça veut dire peut-être qu'il y a une solution commune à tout ça qu'on pourrait inventer. Et donc, toutes ces personnes-là, on a mis nos cerveaux bout à bout, on a essayé de chercher des solutions, de s'inspirer du mieux de ce qui se fait du privé, du venture capital, du développement, de la recherche. Et on a créé une méthode très opérationnelle, concrète, pour aller se mettre au service, pour la première fois, véritablement, de ces acteurs de changement et leur permettre de passer l'échelle, c'est-à-dire de casser un certain plafond de verre dans leur développement pour que leur solution, elle soit beaucoup plus accessible à toutes et tous et donc elle bénéficie à toutes nos sociétés. Et donc, en fait, si on résume finalement ce que tu viens de dire, c'est que tu vas aider les entrepreneurs à impact social, environnemental, non pas à lever des fonds, etc., mais à supporter toutes les tâches administratives ou les fonctions support pour qu'ils se concentrent sur le cœur de leur activité. Alors, et parmi ça, effectivement, mais nous, on a une sorte de conciergerie, si je dois te résumer ça. Donc, on se met, quand tu dis on se met à leur service, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que on par une méthodologie assez rigoureuse,
On se dit, OK, toi, tu as une solution qui est vraiment très, très, très utile au collectif, quoi. Exemple type, tu vois, la structure qu'on a en Ouganda, elle a développé des centrales thermiques à partir de déchets agricoles. Et les déchets de sa production, ça va faire des fertilisants, des briques et tout un tas de fonctions annexes. Donc, ils résolvent tous les problèmes des communautés rurales en une innovation. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Bon. Donc, cette solution-là, pour nous, elle est adaptable, en plus de ça, à plein de contextes différents. Et donc, pour nous, plus cette solution elle est accessible à toutes et tous dans nos sociétés, le mieux nos sociétés se porteront. Et donc, l'idée, c'est de se dire, de quoi est-ce qu'elle a besoin de cette structure pour grandir ? Est-ce qu'on va lui apprendre son métier ? Non. Et toi-même, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est le self-care, tu vois. Eh bien, l'idée, donc, c'est de se dire, on va aller regarder ce qui lui manque pour grandir, quelle fonction support, effectivement, mais peut-être aussi quel partenariat, quelle visibilité et peut-être quel financement. Et donc, comme une conciergerie, on va aller à travers un réseau d'experts qui est présent sur le terrain, qui peut répondre sur mesure à chacun de leurs besoins identifiés avec eux. On va aller chercher des ressources techniques, financières, stratégiques, ressources humaines, etc. Et on va travailler avec eux pour renforcer leur organisation et permettre, comme tu l'as dit, plus l'organisation est renforcée, plus ça va permettre à ces moteurs créatifs de se concentrer sur leur cœur de savoir-faire. Et donc là, ça leur permet de démultiplier la capacité de la structure à grandir. C'est un petit peu comme un incubateur, en fait, finalement. En partie, et en même temps, on va chercher aussi... Mais on a un accélérateur, on travaille sur le très long cours, et on est vraiment sur quelque chose qui est complètement holistique et qui est sur du sur-mesure. Donc, on a une équipe assez large et qui se met au service d'un tout petit nombre d'organisations. Donc, oui, on est un accélérateur et en même temps un venture. On fait aussi du venture capital d'une certaine manière et du cabinet de conseil, tu vois, sur du sur-mesure. Donc, on a un mix un peu tout ça. Et les sociétés que tu accompagnes, elles sont partout dans le monde. Oui, absolument. On en a une en Ouganda, une en Tunisie et une association en France. Comment ils ont fait pour connaître Egrégor ? Écoute, ça a été beaucoup par du bouche à oreille. D'accord. En fait, quand des structures ont appris qu'il y avait un fonds qui se montait pour se mettre à leur service, ce qui en fait n'existe pas, et en fait elles nous ont contactés et on a eu dans notre première promotion 314 candidatures et on en a sélectionné 3. D'accord, ah oui. Donc il faudrait quand même plus d'Egrégor. Et comment tu finances en fait Egrégor ? Il faut bien que tu obtiennes des financements. Alors on peut l'annoncer, tu as lancé ta campagne de crowdfunding officiellement. Mais j'imagine que c'est pas tout. Ouais, sur Ulule, on pourra mettre le lien de la campagne dans les références de l'épisode. Mais comment tu vas trouver tes fonds, en fait ? Quels vont être tes propres partenaires ? L'éthique numéro 1 d'Egrégor par rapport à ces financements, c'est notre non-dépendance. La capacité qu'on a à agir au service des acteurs de terrain, à collaborer ensuite avec qui on veut pour les aider et à faire du plaidoyer efficace pour faire évoluer les pratiques de financement, c'est d'être non-dépendant à des grands acteurs public ou privé, et donc d'avoir une multiplicité de sources de financement. Donc ça, le crowdfunding et vraiment le soutien citoyen, c'est un élan énorme que ça nous donne, parce que nous, on est vraiment une structure citoyenne au profit qui agit au profit d'acteurs citoyens qui développent des solutions qui nous sont utiles à toutes et tous, tu vois. Et donc, ce financement, il correspond vraiment profondément à ce qu'est Egrégor dans sa substance. Et on a après ça des donations entre 2 et 10 000 euros, avec lesquelles on essaye pour les structures. Donc, on est défiscalisé, nous, pour toute donation, y compris celle pour le crowdfunding, à 66% pour les particuliers et 60% pour les individus. Et donc, derrière, on essaye d'être une structure vraiment d'intérêt général et donc de rendre à ces individus ou ces structures qui nous soutiennent évidemment des choses. Et puis, on est en train de créer un advisory board avec des donateurs un peu plus importants, mais capés à 30 000 euros maximum et qu'on va lancer en septembre. Et puis, je peux l'annoncer ici en avant-première, en avant. Et on a également des petits contrats de consulting, mais à petite dose, avec des family office, avec des fondations, qu'on va appuyer sur la redéfinition de leur stratégie d'identification et d'accompagnement de structure. D'accord. Est-ce que c'est un mécénat de compétences ? Par exemple. D'accord. C'est assez intéressant comme modèle de caper les donations à 30 000 euros, qui est quand même pas énorme. Et surtout, ça veut dire que tu n'as pas de dons d'entreprise. On peut avoir des dons d'entreprise, mais ça reste effectivement dans cette limite. D'accord. Ce montant de 30 000 euros, c'est parce que tu estimes qu'au-delà, tu risques de devoir Exactement. quelque chose. Et alors, moi, par exemple, quel intérêt j'aurais à
donné à Egrégore versus les Restos du Cœur ou d'autres associations comme ça. En fait, c'est exactement le même fonctionnement. Alors, derrière, si tu veux, il y a une logique qui est Qu'est-ce que ça donne droit, Oui, en fait. c'est pas tout à fait la même logique, en fait. Nous, on est vraiment un levier d'impact citoyen très fort. C'est-à-dire que là, c'est la logique de dire on répond à un besoin urgent de société sur des enjeux d'alimentation, de logement, etc. Et soutenir le Secours populaire, la Croix-Rouge ou autre, c'est fondamental. Je pense pas du tout qu'il faut faire, tu vois, une sorte de vase communicant de l'un vers l'autre. Mais c'est juste que le don pour Egrégore, c'est bien plus que ça. Déjà parce que tu accèdes à des méthodes, des idées, des réseaux internationaux assez puissants. On a des personnes extraordinaires qui font partie. J'invite à regarder un peu l'équipe. Mais c'est aussi, si tu veux, un levier d'action en fait assez rare, je pense en fait quasiment jamais mis en œuvre pour permettre avec ton argent de voir très concrètement une solution auquel tu crois devenir plus accessible et potentiellement donc te rebénéficier à toi ou tes proches dans les années qui viennent. C'est vraiment te dire en fait c'est pour la première fois un lien direct avec des solutions citoyennes qui vont pouvoir derrière se propager, se polliniser et avoir des retombées positives pour toi. Donc c'est un levier d'impact et d'action citoyenne assez unique. En fait, tu sais vraiment dans quoi tu investis et tu peux suivre l'évolution de ces projets. Absolument, ce qui n'est pas totale forcément transparence. le cas avec d'autres fonds d'investissement spécialisés impact environnement où ils ont peut-être 30 boîtes, ils te donnent un petit peu de nouvelles de temps en temps, mais en échange, tu as quand même des parts. Donc là, tu n'as pas de parts, mais par contre, tu peux vraiment suivre l'évolution. Alors oui, exactement. Et bénéficier du réseau. Oui, c'est ça. Et puis même des idées. Tu vois, donc tu peux rentrer aussi dans cette communauté Egrégore si tu le souhaites. Donner de ton temps éventuellement, ou etc. Mais aussi accéder effectivement à beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Donc on peut quand même donner de son temps. Bien sûr. Par exemple, moi, si j'ai une compétence finance, je peux les aider à structurer leur contrôle de gestion. Exactement. Et sur mesure, on te sollicite sur des choses très spécifiques en fonction de tes compétences, tes centres d'intérêt, tes disponibilités. Et effectivement, c'est comme ça que Egrégore est efficace. On a une communauté d'expertes et d'experts extraordinaires partout dans le monde qu'on met effectivement à disposition. Et donc, ça peut aussi intéresser forcément les entreprises, comme tu le disais, de faire du mécénat de compétences. Tout à fait. En étant défiscalisé. On est en négociation avec plusieurs là-dessus. Ouais. Merveilleux. Et donc, à plus long terme, quelle est ton ambition avec Egrégore ? C'est d'accompagner plus d'entreprises, d'emmener ces entreprises au bout de leur projet ? Donc, on va jamais nous travailler avec 150 ou 500 structures. On va toujours rester dans une logique de travailler des structures qui ont une éthique, une ambition, qui ont des solutions qu'on estime vraiment rares. Et donc ça, cette rareté, on la mesure collectivement avec des gens assez extraordinaires. Et derrière, effectivement, les accompagner jusqu'au bout. Donc oui, là, nous soutenir maintenant via cette campagne de crowdfunding, ça nous permettra d'en accompagner 2 à 3 de plus l'année prochaine, mais aussi si tu veux, de continuer à les accompagner encore plus sur mesure, c'est-à-dire de mobiliser vraiment à chaque fois l'expertise adéquate qui permette en fait ce passage à l'échelle. Par exemple, la structure qu'on accompagne en Tunisie, tu vois, quand on est arrivé, elle est arrivée à 3 millions de bénéficiaires en 6 ans. Elle est désormais à 5 millions 6 mois après, et on va accompagner, j'espère, son implémentation dans 4 nouveaux pays, voilà, typiquement. Et donc, oui, je crois que c'est assez pertinent là maintenant de venir peut-être nous apporter des idées, des compétences, effectivement des donations, parce qu'on est à un moment critique dans notre passage à l'échelle et avec des résultats maintenant éprouvés et démontrables à plein d'égards. De toute façon, tu vas continuer à lever des fonds les années qui arrivent pour pouvoir accompagner plus d'entreprises. Mais ton objectif, ce serait d'en avoir combien au maximum d'entreprises à accompagner, parce que c'est dommage en fait. À 5 ans, on vise 10 ans. Mais par contre, ce qu'on vise effectivement en parallèle, parce que ça c'est l'ambition cachée d'Egrégore à 10 ans, mais que je vais te révéler à toi, c'est qu'on en accompagne en fait effectivement un nombre important, mais qu'une fois le modèle éprouvé, démontré sur du long terme, eh bien on accompagne l'existence, la promotion, qu'on ouvre les méthodes d'Egrégore, et qu'il y ait ce modèle d'accompagnement qui nous dépasse, c'est-à-dire qu'il soit aussi répliqué, adapté à tout un tas de domaines, de contextes géographiques, etc., etc. Et donc, moi, l'objectif, effectivement, assumer, en fait, Egrégore, c'est que dans 10 ans, le modèle nous dépasse, et que donc, par ce biais, effectivement, il y ait d'autres Egrégores, comme tu le disais déjà tout à l'heure, qui commencent à apparaître. Ça pourrait être un modèle de franchise. C'est dans une logique business, tout à fait.
Ouais, écoute, si tu as besoin de consultants, J'hésiterai pas. Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose sur Grégor? Écoute, je pense que c'est vraiment une aventure humaine assez rare parce qu'elle allie, encore une fois, des personnes qu'on met rarement bout à bout. En fait, c'est ça, moi, tu vois, que j'aimerais aussi mettre en avant. C'est le fait que, tu vois, par exemple, aussi dans ton projet, et je pense que c'est en ça, nous, on vient d'espaces et de mondes peut-être très différents, et pourtant, on a trouvé un langage commun, des valeurs, une appréhension aussi peut-être par des bouts de la lorgnette assez différents, mais de ce dont peut-être notre monde a besoin. Et donc, moi, je crois très, très fortement à ça. Je crois qu'en fait, il existe des compétences, des savoir-faire qu'on doit aussi aller trouver, valoriser, tu vois, un peu différemment. Que des personnes qui viennent, alors tout le monde me dit, oui, moi, j'ai bossé pour des grands méchants ou ceci, cela. Mais en fait, moi, ça m'importe assez peu. En fait, tu auras peut-être des compétences humaines, un vécu, des compétences techniques, des savoir-faire qui vont être utiles si mis au service des bonnes structures, des bonnes causes. Et donc, nous, on croit très, très fortement à ça et on l'incarne, je pense, assez bien par la diversité de l'équipe qui nous compose et dans le type de structure qu'on accompagne et dans la façon dont on le fait. Donc ça, voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que, pour la petite histoire, quand même, j'ai rencontré Guillaume. En fait, tu m'as envoyé un mail. C'est toi qui m'as rencontré par mail, finalement, grâce à LinkedIn et au podcast. Et tu m'as gentiment invité à tes conférences à la Climate House, Tout à fait. qui est à Paris. Et c'est un événement, donc on parlait des angles morts de la transition écologique, mais surtout, l'audience présente dans la salle était complètement différente des personnes que j'ai l'habitude de fréquenter. Et pour autant, j'ai passé une très bonne soirée à discuter avec les uns et les autres parce qu'on sentait qu'il y avait ces valeurs partagées, en fait, autour des valeurs que tu prônes, d'ailleurs, mais c'était le partage, l'ouverture d'esprit, le fait d'avoir un impact positif sur la société. Et je trouve que c'est assez admirable, assez exemplaire d'être capable de le faire, et en tout cas à l'échelle d'un fonds. Voilà, je pense que je l'ai bien résumé. Et surtout, désolé, c'est moi qui fais le podcast. Là où on se rejoint, c'est sur l'impact et le fait qu'on peut faire les choses différemment. En revanche, moi, je suis aussi convaincue du business responsable. C'est-à-dire, on est capable de générer de la valeur économique, donc de gagner de l'argent, tout en faisant les choses bien pour la planète. Et donc, j'espère qu'on pourra Et que les deux s'entralimentent. Et que les deux s'entralimentent. Alors, je vais faire... on va passer à un autre chapitre, qui est plutôt le toi, parce qu'on a parlé beaucoup de ce que tu as fait en 5 minutes. Et surtout, j'ai un message. J'ai un message pour toi. Tu connais la tradition, l'invité mystère qui n'est pas si mystère que ça. Mais pour faire la transition avec qui tu es et ce qui t'anime au quotidien. Bonjour, je suis Chloé, je suis la sœur de Guillaume. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui illustre à quel point Guillaume est quelqu'un qui connecte non seulement les gens entre eux, mais surtout qui connecte les gens avec des thématiques qui leur sont lointaines et qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par aider à façonner leur vie. Et donc, je vais vous raconter une anecdote, bien sûr, sur ma vie et ma relation avec mon frère, qui m'a énormément encouragée et poussée, parce que ça fait partie aussi des autres qualités de Guillaume, c'est de croire dans les gens qui sont autour de lui et du coup de les encourager à faire beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient possible. Donc la petite anecdote, c'est que mon frère, où qu'on soit dans le monde, est capable de passionner sur des sujets divers et variés. Et nous étions, après avoir monté à cheval à Cuba, étions en train de faire une marche dans la forêt cubaine. Et c'est là que mon frère a commencé à me parler du conflit au Biafra. Et moi, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais à l'écouter avec mes grandes oreilles, à poser des questions, etc. Et c'est de par ce moment-là, en fait, il m'a tellement passionnée par la façon dont il m'expliquait les dynamiques, le lien avec de l'histoire, avec donc ce qui s'était passé avec notre réalité aujourd'hui, que du coup m'a poussée à faire plus de recherches, à entendre parler d'MSF, pour qui je travaille aujourd'hui donc chez Médecins Sans Frontières depuis quelques années.
Et donc, voilà une manière assez incroyable dont Guillaume a façonné ma vie. Et donc, pour laquelle je le remercie beaucoup. Voilà. Très chou. Non, elle est extraordinaire. Elle a fait un boulot merveilleux chez Médecins Sans Frontières, qui est une ONG tout aussi exceptionnelle. Donc, je suis super admiratif de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle accomplit. Ça me touche beaucoup. Visiblement, c'est grâce à toi. Non, c'est surtout grâce à elle-même. Ce qu'elle a vécu, c'est une warrior. Et elle a travaillé dans des contextes très variés, au Sud-Soudan, en Irak, en Libye, au Bangladesh, et là, elle est revenue au Moyen-Orient. Mais voilà, non, c'est un sacré bout de femme. Vous avez combien d'années d'écart ? 2 ans et demi. Ok, donc assez proche. Donc c'est vraiment de famille, les voyages, le Il côté... semble, ouais. Un petit frère aussi qui s'engage un peu dans la même direction et qui est un être humain tout aussi extraordinaire. Est-ce que tu penses qu'à l'échelle individuelle, on peut avoir de l'impact ? Et je pense que oui, puisque tu montres tout ça, mais avec tout ce que tu vois, les violences, toutes tes recherches, qui peuvent peut-être enlever l'espoir d'un monde meilleur, comment tu fais pour avancer ? En fait, je vais te surprendre, je vais te dire non en réalité. Ah ouais. Oui. Moi, je crois qu'à l'échelle individuelle, le mieux qu'on puisse faire, c'est impulser. Et moi, j'adore enseigner, j'enseigne depuis des années. J'essaye de transmettre cette impulsion, cette volonté d'aller regarder les choses différemment, de les comprendre, de les critiquer, de créer quelque chose de nouveau à travers ça. Donc, peut-être que j'ai contribué auprès de ma sœur à une impulsion, et j'en suis très ému, très content, et parce que ça a peut-être donné un mini push à la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'elle avait déjà en elle dans tous les cas. Et Chloé ou d'autres, en réalité, ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils font sans d'autres. Et Grégor, moi, vraiment, je ne suis à rien sans mon équipe. Et d'ailleurs, il suffit que tu leur demandes quelles sont mes compétences technologiques au quotidien ou de gestion d'emploi du temps, et je peux te dire que vraiment, ils savent à quel point ils me sont toutes et tous d'un précieux extraordinaire, et sans lequel, en fait, de toute façon, Grégor n'existerait pas. Enfin, ça n'aurait aucune substance en termes d'idées, de concepts, de visualisation, de tout. Enfin, rien de ce qu'on fait ne serait possible sans ça. Donc, et moi, je vais être un chouïa critique maintenant. J'ai un grand problème avec le discours du héros sauveur qu'on tend à promouvoir. Et je trouve que quelquefois, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a vraiment, tu vois, cette tendance à glorifier le ou la self-made man, self-made woman. C'est un mythe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il me semble que c'est un gros souci, tu vois, de parler de héros, tu vois, de cette différenciation constante dans laquelle on va essayer de trouver ce qui a rendu quelqu'un, tu vois, etc. Mais en fait, ce qui a rendu quelqu'un d'extraordinaire, c'est qu'il s'est très, très bien entouré, tout le temps. Et généralement, c'est pas toujours après non plus ce discours-là, l'incitation que ces personnes, qui effectivement ont des choses peut-être spéciales, je ne dis pas du tout le contraire, à considérer correctement les personnes qui ont été des tu vois, en termes de relations personnelles et professionnelles, des personnes indispensables pour arriver là où ils en sont. Regarde l'exemple de Zuckerberg, tu vois, c'est un exemple parfait de ça. Les numéros 2 qui restent dans l'ombre. Mais sans qui rien ne serait possible. Exactement. On peut en citer à l'appel. Je te propose le crible en 30 secondes. Réponse succincte. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu aimerais recommander ? Oui, plein. Alors, je cite tout le temps Romain Gary, donc je vais tenter une autre citation. Oui, moi, je trouve le Comte de Monte Cristo, ça a été un livre marquant. Il y en a tellement. Le livre, un livre tout récent qui m'a été offert par Pierre Gilbert de Sator sur le biomimétisme, qui m'a ouvert un nouveau monde. C'est extraordinaire. Je pense que toi, dans tes domaines, c'est l'inspiration, le lien et toutes les leçons qu'on a tirées de la nature. Voilà. J'en ai plein d'autres, mais j'ai lu récemment un livre de Maria Vargas Llosa que j'ai adoré. Tout un tas de livres aussi de... Non, c'est bon. Ouais. Ok. On
couperas. S'il te plaît. Quelle est ta plus grande peur? La solitude. Make sense. Quel est le pays qui t'a le plus marqué et pourquoi? Le Sénégal, sans aucun doute. Même si j'adore Paris, je suis un amoureux de cette ville. Mais ouais, le Sénégal, parce que ça a été l'endroit où je me suis construit, je pense, le plus humainement et professionnellement. C'est l'endroit où j'ai lié des relations d'une profondeur extraordinaire. C'est un pays qui, partout, par son histoire, par sa culture, par ses traditions, par toutes les personnes que j'ai pu y rencontrer, m'a vraiment transformé. Donc, je garde un lien ombilical avec ce pays. Quelle est la rencontre qui a changé ta vie? Probablement celle avec, en termes professionnels en tout cas, avec David Izadifar, et puis en termes personnels, celle avec ma femme, évidemment. Forcément. Et dernière question, qu'est-ce que signifie pour toi réussir sa vie? Avoir laissé un héritage dont on ait au moins la conviction, donc l'intention, qu'il soit meilleur, ou en tout cas qu'il fasse avancer la société, donc qu'il fasse mieux vivre d'autres que soi. Très beau. Écoute Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi Nathalie. Bravo à toi pour ce que tu fais avec Égrégore, et j'espère de tout cœur que ça m'a marché. Merci. N'oubliez pas de participer à la campagne, et c'est le plus important, et à très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Si vous vous êtes senti grandi à la fin de cet épisode, et c'est ce que je souhaite profondément, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à me contacter directement pour me donner vos feedbacks ou encore pour me proposer des personnalités extraordinaires dont vous auriez envie de tout savoir. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. À très bientôt.